Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou tout le monde, bonjour Lynn. Bonjour Julie, bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices, ainsi qu'au groupe Focus. Oui, merci infiniment pour votre précieuse collaboration, dont entre autres pour les recherches, parce que les recherchistes apportent l'information en matière 3D aux animateurs. Moi, je m'occupe juste de la lecture énergétique en arrière, donc on est capable de faire des ponts. Oui, tout à fait. Merci à vous, à eux qui contribuent semaine après semaine. Donc, Julie, est-ce que tu as des retours? J'en ai un gros. Un gros, puis je suis sûre que tu ne doutes pas de qui? De Babe Ruth. Oh, De ouais, hein, Grand ça fait longtemps. Bambino. Ben oui. Wow. Non, Oui, je ne effectivement, m'attendais pas de ça là. c'est une émission qu'on a faite, je crois, lors de la première année de Première l'émission. année, à l'été, ouais, période estivale. Je me rappelle, je l'avais animée avec toi, Julie, cette émission-là de baseball. Ah oui, Puis, ouais. Puis, je sais qu'il t'avait permis de voir c'était quoi le ressenti lors d'un circuit. Fait que ben, je suis bien curieuse de voir c'est quoi ton retour avec. oui, ben vous pouvez aller consulter cette émission-là. Effectivement, elle est disponible et offerte gratuitement sur notre chaîne YouTube. Mais là, il y a eu une suite avec Albert Einstein, OK? Parce que dans les retours que j'avais faits auprès d'Albert Einstein, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de tiroirs puis beaucoup de codages, de formules, d'angles, des formes de géométrie sacrée avec des codes dedans. En tout cas, j'avais comme une espèce de trame énergétique en rénovation par l'orchestration de Albert Einstein. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris ce fond de calcul-là et Babe Ruth est venu faire un circuit dans mes énergies, mais un circuit en lien avec tout le travail d'Albert Einstein, comme s'il venait de fusionner la science des deux âmes. Donc, lui, en faisant un circuit dans mes énergies, ben, ça changeait des codes, ça a ouvert à des espaces, ça ajustait des choses. Donc, il a créé un mouvement d'expansion à ce que Albert Einstein avait commencé. Intéressant. Et là, j'ai pu voir par mon troisième œil tout le système graphique scientifique de comment la vélocité de la balle qui arrive à un haut niveau, à une bonne vitesse, en tout cas à ouvrir là où ce que le terrain s'arrêtait finalement, ça a apporté, ben, premièrement, beaucoup d'émerveillement de ma part parce que là, je venais d'être témoin de quelque chose qui se complétait. Donc, à partir des codages d'Albert Einstein et de la part de Babe Ruth, ben, non seulement que ça cognait loin devant, mais ça a effectué une trajectoire qui m'a amené, un, à voir plus loin, puis deux, à coder une expansion de ma trajectoire pour qu'elle se fasse plus naturellement, avec plus de talent du super-homme héros. Puis, en même temps, ça a apporté des ouvertures de conscience. Et dans la première ouverture de conscience, là, ça a été vraiment très intéressant parce qu'on se a comme plongé dans l'enfance terrestre de Babe Ruth. On avait pensé vite, vite dans son émission sur sa partie jeunesse, mais là, j'ai eu accès à d'autres informations. Donc, le retour de l'enfant intérieur, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment facile chez lui parce que ce que j'ai vu là, c'est que ses parents l'ont carrément abandonné. Ils ont été le porter dans un collège où c'était très froid, très religieux, très strict. C'était comme des orphelins où ceux qui avaient des parents, ils ne voyaient pas souvent. Mais lui, ses parents l'ont déposé là, puis ne sont jamais venus le chercher. Et il m'a montré un frère qui avait de l'allure, sa gang. Il y a un gentil qui l'a comme un peu ouvert
à au moins essayer de prendre une batte de baseball puis de cogner. Puis le problème dans le cas de Babe Ruth, c'est qu'il se faisait écœurer à cause de sa grosseur, de son poids, puis il était incorrigible, il était très difficile à discipliner, il avait un caractère, puis en tout cas les gens avaient de la difficulté avec, fait que cette institution-là dit nous, on va le casser. Mais il y a un frère qui l'a amené justement à reconnaître son talent, puis qui l'a aidé finalement à se sortir de cette institution éducationnelle-là. Donc, on a été capable de libérer vraiment beaucoup de libération en fonction du rejet dans la jeunesse, OK? Puis moi, ben, c'est pas compliqué. Quand quelqu'un vide une mémoire, je m'en vais tout de suite dans mon livre, puis je vais faire une résonance avec les miennes. Alors, je n'ai pas connu ça. J'ai eu des parents dans cette incarnation-ci, mais j'étais vite capable de trouver des mémoires où j'en avais pas. Donc, ça m'a permis de nettoyer cet espace-là en même temps que Babe le nettoyait. Puis il y a eu beaucoup de rancœur qui est sorti de son canal. Ça avait même teint son jugement, ça avait affecté sa personnalité, etc. Donc, le retour à l'enfant intérieur s'est fait par la libération du pensionnat et des mémoires religieuses. OK? Là, j'ouvre une petite porte en arrière parce qu'on reprend le sujet plus loin, mais Marie d'incarnation est venue aider. Fin de la parenthèse. Mais là, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que John Goodman est arrivé. John Goodman, qui est l'acteur américain l'on connaît pour certains de ses rôles, entre autres Fred Caillou dans les Flintstones. Un grand et gros bonhomme, finalement. Et là, John Goodman est arrivé. Alors, je fais une petite parenthèse encore à l'équipe des Focus Group. Quand on va avoir un trou pour recevoir quelqu'un, mettez John Goodman dedans. Je ne sais pas avec qui qu'on le couplera, mais en tout cas, il est venu. Et il était prêt à libérer du rouge sombre un peu et du rouille. Donc, il est comme venu vider en même temps la thématique qui se passait chez Babe Ruth et moi, ben, je l'ai relié dans le cœur, puis j'ai réussi à libérer certaines aspirations au niveau de ces couleurs-là. Donc, il est venu se décharger et c'est Maître Saint-Germain qui est venu compléter, si on peut dire, cette purgation-là en lien avec le retour à l'enfant intérieur, à cause du rejet, évidemment. Et là, on a pu travailler encore plus fort à trois, plus Saint-Germain, OK? L'abandon de soi, puis là, on a réussi à purifier le jardin. Mais le jardin, c'est comme un jardin intérieur, si on peut dire. OK, ça s'est purifié beaucoup. Il y a eu beaucoup de libération par rapport au service. Le service de soi, dans le cas de John dans sa fonction acteur, dans le cas de Babe dans ses fonctions de homme de baseball, mais surtout sur les châtiments corporels physiques, en lien, entre autres, avec la religion permissive. Donc, ça a été vraiment un rebousculement de ce qu'il pouvait avoir dans notre deuxième chakra. Et ça s'est libéré très en profondeur. J'ai même failli frôler le sommeil à ce niveau-là parce que ça a été vraiment enclenché pour atteindre le plus possible les profondeurs. En tout cas, dans mon cas, c'était bien enfoui. Et ça s'est ouvert par la joie, par l'émerveillement, par la simplicité, le partage et l'innocence pour aller directement droit au cœur. Et j'ai reconnu les forces qu'il avait, Babe Ruth, en fonction de ces qualités d'âme-là. Puis là, j'avais plein d'images de son incarnation. Exemple, il achetait des pop-corn, des hot dogs aux jeunes qui venaient voir le match. Il les gâtait, il les sortait, il prenait du temps, il était tout le temps entouré de jeunes. Puis là, ça a comme libéré un petit serment qu'il y avait dans son cœur parce qu'il n'y avait pas eu de jeunesse, lui. Ça avait été très noir, ça a été très sombre. Mais là, le fait de faire partager son argent, ça amenait de la magie aux enfants. Les enfants étaient très heureux de la légende de Babe Ruth et tout ça. Alors, ça nous a permis, grâce à ces qualités-là et par l'ouverture que ça avait projeté de son émerveillement par le cœur, on a été capable de libérer le rejet, autant chez lui que chez moi et que chez John, et ça restaurait quelque chose au niveau de l'ego.
de l'ego qu'il a pu avoir pendant son incarnation, de l'ego de John pendant cette vie-ci et le mien maintenant. Et ça a comme amené le don qu'il avait pour envoyer la balle là où il le voulait. Il y avait une précision scientifique alchimisée par les codages d'Albert Einstein en arrière. Ben ça m'a amené à avoir plus de précision dans mes observations puis dans mes libérations. Donc, il y a eu une puissance, une drive qu'il avait lorsqu'il projetait ses courts-circuits qui m'a été retournée dans ma capacité de libération. Alors, ça a été vraiment euh, un conseil de s'entourer de gens qui sont dans la joie et à qui on peut faire confiance. Et là, ça a été un gros morceau dans la victoire d'ouverture de conscience de Babe Ruth. Et là, ça a comme permis, en ayant des gens à qui tu peux faire confiance dans ton entourage, là, ça ouvre à l'abondance, ça ouvre au succès. Et là, ce que ça a permis, c'est que Albert Einstein a ajouté l'alchimie aussi. Alors, c'est comme si toutes les combinaisons, tu sais, comme l'alchimie manquait à Babe Ruth, mais là, Albert Einstein lui a apporté. Et là, j'ai fait une parenthèse à ce niveau-là. Je dis là, Albert Einstein puis Babe Ruth, est-ce qu'ils se sont déjà connus? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Et Albert Einstein m'a répondu qu'à un moment donné, il était comme dans un cul-de-sac, puis il avait besoin de changer les idées. Il m'a montré qu'il était venu à New York et puis que trois de ses amis ont dit, garde, laisse aller, là, on va changer les idées, on va comme se divertir, il y a quelque chose qui va peut-être bouger, puis ça va t'aider à aller chercher ta réponse, tu sais. Alors, j'ai vu que Albert Einstein avait déjà anonymement, incognito. Il s'était mis un casque pour pas qu'on le reçoive. En tout cas, il a été voir un match de baseball de Babe Ruth. Il connaissait la légende de Babe Ruth, mais ils ne se sont pas rencontrés officiellement. Pas de poignée de main, pas Hey, Albert Einstein est venu voir ton match, rien. Ça a comme passé comme dans du beurre. J'ai pas l'année exacte, là, mais c'est un petit peu dépassé 1930, là, début 1930, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Fait qu'il connaissait la réputation de Babe Ruth. Puis Babe Ruth connaissait aussi un peu, tu sais, d'une oreille, la connaissance d'Albert Einstein, mais ça s'est pas croisé, couplé dans la matière. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant que là, en énergie maintenant, il était capable de rapprocher leur science et d'arriver à quelque chose d'important. Et là, écoute, Vénus est apparue avec un baume pour la libération de la blessure d'abandon et elle a sorti un vieux cœur noir dans chacun de nos cœurs, celui d'Einstein, celui de Babe Ruth, celui de John Goodman, le mien. Fait que ça a été quelque chose qui nous a amené à suivre notre parcours universel. Et c'est à ce moment-là que moi, dans mon cas à moi, là, j'ai vu mon utérus se vider de plusieurs tubes qui ne servaient plus. Puis là, ça nous a amené à tous la capacité de faire nos pardons. En tout cas, il y a un pardon qui s'est fait à chacun de nos pères respectifs, à chacun de, ben, moi, de mon ex-mari, mais eux, leur ex-femme. Euh, la mère comme telle, donc ça l'a joué vraiment sur la confiance de l'âme. Puis, il y a eu plein d'armures qui sont parties et ça leur a aussi également l'énergie de ma prêtrise dans mon cas. Et c'est une capacité reine de véhiculer dans la sagesse, ma sagesse dans l'univers. Fait que ça a été une transformation profonde. J'ai pas tout capté encore les subtilités de ce que j'ai noté, là. Bon, en quoi que c'est une capacité reine de véhiculer la sagesse dans l'univers. Bon, on parle d'innovation, de construction, mais d'un futur qui se crée maintenant. Et avec amour, ça aussi, ça a été très important. Et là, regardez bien, ils ont passé un message là important et je vous le dis, OK? C'est de pardonner tout ce que l'on peut pendant cette vie-ci. Et là, c'est le mot alerte. C'est, on a une alerte et là, ces grands sages-là d'Albert Einstein
de Babe Ruth nous amène à conscientiser qu'il est temps de tout vider. Tout ce qui n'a pas été pardonné dans cette incarnation-ci, et plus même ailleurs, si on est capable d'aller là en conscience, doit être fait maintenant. Et là, c'est alerte, là. J'ai comme compris qu'il y avait une urgence vibratoire dans laquelle on n'est pas trop conscient, puis on ne sait pas trop non plus où ce qu'on s'en va, mais qu'on ressent que ça devient urgent, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi. Mais là, c'est très, très urgent. Alors, pardonnez tout ce que vous pouvez pendant qu'il est encore le temps de le faire. Maintenant, videz tout. OK? Fait que ça, c'est le gros message de cette transformation-là. Et c'est là que Marie de l'Incarnation est arrivée dans l'histoire avec Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois qu'on va faire cette année à l'émission pour spécial de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Alors, ils nous ont aidés, écoutez, ça a été particulier, à défaire dans notre enfant intérieur du Québec. Donc, c'est comme si elles ont permis à tous les enfants québécois, entre guillemets, de pouvoir libérer cet aspect-là de ce qu'on a travaillé par rapport au rejet. Mais là, au niveau de la nation, fait que ça a été très épuré dans le rose, dans le bleu pâle et le blanc avec effectivement l'orchestration de Saint-Germain qui est en arrière de tout ça. Mais ce qu'ils ont entrepris, Marguerite Bourgeois et Marie de l'Incarnation, ça a été très puissant, mais simple aussi en même temps, comme si tous les enfants québécois qui portaient le rejet de la nation avaient été libérés, y compris le civisme corporel, y compris des vieux serments qui avaient été faits, entre autres au niveau du mariage et tout ça. Et en tout cas, fait que ça a apporté un volet précis pour nous au Québec, si on peut dire. J'ai écouté ceux qui sont ailleurs qu'au Québec. C'est un travail qui a été fait pour les enfants québécois, mais je suis certaine que vous avez des belles grandes sœurs saintes dans votre pays qui seraient capables de prendre aussi la thématique et de le vider. Et nos sœurs sont tellement généreuses qu'ils sont capables de se déplacer pour aller vous aider aussi. Alors, ça peut se faire. Mais si on revient à Babe Ruth, OK? Il était, et ce qu'il me dit, c'est qu'il était un cogneur intempestif. Puis là, je le regardais, puis je voyais que c'était pas juste une expression de son coup de circuit. Puis là, je dis, le cogneur étant spécifique, là, j'essayais de transiger l'information, puis j'ai vu que c'était action-réaction. C'est une personne très généreuse, très sympathique, qui va vite dans le cœur, OK? Mais quand il y avait une opposition ou une personne qui était déraisonnable et qui imposait sa vision de faire ou de penser, il se révoltait assez qu'il était capable de donner un coup de poing à un juge de ligne sur le terrain ou à son boss, tu sais, si son boss avait décidé que il maintenait une ligne déraisonnable. Il y avait comme quelque chose que moi j'ai travaillé dans cette vie-ci, c'est-à-dire, ben, c'est pas parce que tu as le goût de cogner l'autre personne que tu y vas, tu le fais. J'ai appris à respirer par le nez puis dire, OK, il y a peut-être d'autres voies comme la communication pour régler de types de différents. Mais là, lui, dans son cas, c'était vraiment l'émotion flac-réponse. Alors, on a été en mesure de faire un nettoyage émotionnel pour travailler la spontanéité, que ça soit bien dosé et que ça soit respectueux. Parce qu'il y avait comme deux vitesses, soit arrêté ou soit à fond. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire comme trait de caractéristique qu'il avait, parce que ça l'amenait à fond dans la beauté, la générosité de son cœur et de son être. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on a eu un ajustement. Moi aussi, je l'ai eu dans mon ego. Parce que je suis capable de très répondre si je décide de très répondre. C'est un travail qui s'est fait aussi au niveau du nombril, sur la conciliation familiale. Il y a eu beaucoup de karmas qui se sont libérés de tout ça. Mais c'est surtout des difficultés avec les humains. Que, c'est difficile d'être en harmonie entre humains. C'est carrément là-dessus que ça s'est joué. Puis lui, autant qu'il avait un effet de présence incommensurable et que tout le monde le vénérait, le reconnaissait pour son grand talent et son immense générosité, si on peut dire, euh, il a quand même pas réussi à réaliser
son rêve à lui. Alors là, j'ai vu que son cœur avait été fractionné et j'ai demandé c'était quoi ton rêve, Babe Ruth? Tu sais, celui qui que tout est facile, là. Tu sais, c'est la prestance, le charisme, l'attraction, la foule. Tu sais, toi, tu n'as pas réalisé ton rêve, mais quel était-il? Et dans ce temps-là, il sentait dans son fond de cœur qu'il aurait voulu être gérant de joueurs comme lui, puis de les materner, puis de les aider, puis de les guider à développer son talent. C'était vraiment là-dessus qu'il voulait jouer. Fait que le rêve de Babe Ruth, celui qui avait tout, celui qui pouvait tout avoir, celui qui claquait des doigts et qui avait ce qu'il voulait, n'a pas réussi à travailler le rêve ultime qu'il avait. Alors, moi, dans toute sa confession, j'ai vu un immense building dans son chakra-cœur s'effondrer. Ah, j'ai eu tellement d'empathie pour cette grande légende, ce héros-là qui a procuré tellement de bonheur à tellement de citoyens et qui n'a jamais été capable de se réaliser dans son rêve. Ça a été un gros morceau. Il y a tellement de tristesse qui est sortie, de colère, d'injustice. J'ai vu à un moment donné que les gens le huaient. Fait qu'il y a vu aussi l'éphémérité et la précarité. Autant que tu peux être un dieu de l'Olympe un jour, autant que le lendemain, on te hue. Tu sais, c'était comme très intense dans les extrêmes. Et là, quand il me dit que l'humain a la difficulté de vivre en harmonie, ben, c'est heureux. Les humains ne sont pas capables d'être heureux ensemble. Ça, c'est un autre deuxième message très important que j'ai trouvé qui me livrait. Et il est vrai qu'il est très difficile pour tous les humains de se mettre heureux au même diapason et de le maintenir individuellement puis collectivement. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était très sage et on a nettoyé énormément beaucoup d'illusions et de libérations qui se sont faites au niveau cellulaire. Il y a des vieilles chaînes qui se sont libérées, des vieux boulets. En tout cas, il y avait pas mal de choses parce qu'on était en profondeur puis qui était capable de reconnaître le problème, de faire silence et de laisser passer la lumière pour l'illuminer. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ça a provoqué un grand rassemblement tout autour de la terre, dont le Christ est arrivé rose, blanc, du vin doré un peu, là, en haut, là. Et là, il y avait plein d'âmes dans ces couleurs-là autour de la terre. Et on a fait une prière, mais ça a été une canalisation immense de fréquences, de lumière, d'amour, de conscience. Je ne sais pas trop quelle énergie utiliser pour décrire ce qui s'est passé, mais ça a été un grand rassemblement pour justement prier, entre guillemets. C'est une prière active, je vous dirais, orchestrée par la divinité, en tout cas, pour que l'humain arrive à être heureux ensemble. Alors, ça a vidé, évidemment, ça a changé beaucoup de choses, dont de l'émotionnel au niveau du plexus, dans le cervelet, ça a enlevé aussi des trucs au niveau du coccyx, du subconscient. C'est comme si ça livrait, un coup que tout ça est sorti, là, ça livrait une vie, entre guillemets, avec un succès, un héritage, un legs de lumière, comme quoi que l'humain libre, joyeux, qui se respecte, génère de l'amour et est capable d'aimer encore plus, plus. Et là, la Terre a eu plein d'énergie pour les arbres, comme si les arbres manquaient de cet amour-là. La nature, ça a été vraiment un beau mouvement de paix généré par l'amour qui avait été enclenché et Babe, ça lui a permis d'enlever des grands plans où il avait été réellement insulté. Et quand je dis réellement insulté, ça a été entre autres quand il a vu l'hypocrisie des gens qui disaient oui, oui, tu vas pouvoir être gérant, mais que finalement, c'était juste un apport pour pouvoir continuer de profiter de sa présence pour attirer les gens parce qu'il était le seul qui remplissait les stades. Fait que c'est comme fait exploiter à un haut niveau. Là, il y a eu d'autres acteurs. Il y a Maurice Richard qui est venu libérer cette partie-là. Il y a eu mon ex-mari,
ça, je suis une parenthèse, puis je lui ai pas dit en plus, mais je vous le dis à vous, qui a le même gabarit que Babe Ruth. Fait que ça l'a aidé à libérer des choses aussi. Alors, c'est comme si mon ex-mari était plus dans le modèle retenu, autant que Babe Ruth, il était l'extrême. Fait qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se sont équilibrés entre les deux, que lui a eu un petit peu plus de retenue, et de l'autre à côté, un petit peu plus d'énergie pour le sortir. Donc, ça a fait comme un genre de travail d'équilibre. Puis moi, ça a fait des petites connexions, des petits chocs électriques dans certaines parties de mon cerveau bien ciblées. Ça a rallumé quelque chose ou ça a réactivé, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été très important parce que ça a ouvert à une porte sur l'esprit matérialiste, si on peut dire, de la consommation ou du pouvoir de l'argent, etc. À savoir, ça fait quoi de pouvoir avoir tout ce que tu veux facilement? Quand c'est ton talent qui te permet d'accéder à tout ce que tu veux, sauf à l'ultime de ce que tu veux. Et moi, c'est le contraire, dans le sens que j'ai profité de cette occasion-là pour avoir le talent un petit peu qu'il avait, que toutes les choses viennent à lui et qu'on lui donne tout ce qu'il voulait. Moi, c'est difficile quand je veux quelque chose de l'avoir, en tout cas, fait que j'avais besoin d'avoir plus de facilité, entre autres au niveau de la possibilité d'attirer plus d'argent pour pouvoir construire plus facilement mes rêves. Alors, ça a été un bel échange devant Dieu. Ça a été tout orchestré dans une symphonie divine. Il y a eu de l'échange de codage. Puis en même temps, ça nous a permis d'ouvrir sur d'autres limites, comme entre autres l'infidélité. C'est une thématique qui avait un peu de la misère dans cette incarnation-ci, pas tant, légèrement. Alors c'est quelque chose qui a été défini. Comment arriver à être authentique avec une personne qui respecte l'authenticité de qui tu es? Dans le cas de sa première épouse, c'était plus difficile à Babe parce qu'elle était, moi je le veux pour moi, puis on reste ensemble dans notre petit nid doré, puis on reste à la ferme. Mais lui, c'était une personne qui était entourée, qui voulait fêter, qui profitait de la vie parce qu'il l'avait pas faite quand il était jeune. Alors, il m'a permis aussi d'ajuster certains codages pour assainir ma compréhension du couple, puis la sienne aussi par rapport à ce temps-là où ça a été difficile pour lui de pouvoir être à New York pendant que sa femme voulait rester à Boston, etc. Ça a été compliqué. Puis en même temps, ben, il y avait une autre femme qui l'accompagnait à New York. Puis une chance, comme quand j'avais dit dans l'émission, elle a été importante dans ce qu'elle a apporté à Babe. Et ça a été reconfirmé. Et là, le fait des fois, quand tu as des idéaux différents, exemple sa première femme, ben, ça tombe dans une joute de contrôle au niveau des rôles. Et ce contrôle-là, ben, l'homme va contrôler à sa manière, la femme va contrôler à sa manière. Alors, on a travaillé sur le stéréotype des jeux de rôle dans le contrôle, quand justement deux personnes ne sont pas au même niveau dans ce qu'ils veulent. Et là, ça a avancé énormément. Moi, ça a ouvert des trucs au niveau de mes racines et ça a apporté une fluidité de lumière. Et puis là aussi, ça n'a pas rapport avec l'évolution, mais il y avait une joke qu'il aimait beaucoup quand il était matière. Puis ça, ben, je ne l'avais pas vu, mais il me le fait. Il pointait ses deux doigts de même, puis il dit tire sur les deux doigts. Puis quand il tirait ses deux doigts, il pétait. Puis le monde, il était insulté parce que c'était à la high class, mais lui, c'était tellement rigolo pour lui, tu sais, le gars qui sort de l'institution religieuse, juste une gang de gars qui, c'est le genre de joke, là, tu sais. Fait que ça a été important parce que quand il a pété, quand il m'a fait la joke du pétage, il a trouvé encore tellement drôle, puis il riait dans son cœur comme un vrai enfant. L'effet que ça a fait, ça n'a pas fait un pet physique, là, mais ça a brouillé, ça a ouvert, ça a fait un fume, puis j'ai vu qu'il y avait des codes de guérison pour l'intestin, le sien, le mien, puis de ceux qui étaient là, qui voulaient en bénéficier. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant que les codes de guérison pour le côlon arrivent sous forme de joke à la Babe Ruth, spontané, mais tu sais, drôle, tu sais, il riait dans son cœur d'enfant. Écoute, ça a été indescriptible, mais tout ça pour dire que ça nous a amené la rupture du serment du mariage. Lui, ce qu'il trouvait, c'est que, regarde, il a fait le vœu du mariage, puis ça se défait pas, tu sais.
Mais finalement, il a passé ça dans son incarnation pour arriver à sa deuxième femme. Et ça a libéré aussi beaucoup au niveau de son livre de vie. Il y avait plusieurs croisements au niveau de l'infidélité, au niveau des serments du mariage, etc. C'était rigide, il y avait besoin de libérer. Et là, embarque, évidemment, retour sur notre beau-frère André, celui qui guérit tout. Puis c'est devenu comme un mantra, OK? C'est comme Frère André qui guérit tout, puis là, Babe Ruth, il répétait ça, Frère André qui guérit tout, Frère André qui guérit tout, Frère André qui guérit tout. Et là, il y a ce mantra-là, à force de jouer avec, tu sais, avec beaucoup de joie, évidemment, ça a comme amené à une direction de foi et de soi. Et là, Babe Ruth a été capable de se libérer de la peur de se tromper et du jugement qu'il portait au niveau de son plexus. Et quand ça s'est sorti, c'est le mauvais traitement de sa mère, qui était malade à l'époque, ça l'a calmé, puis ça l'a comme endoubé, ça l'a comme réconforté. Puis, en tout cas, il y a quelque chose qui a été comme puissamment ouvert et dirigé pour qu'il puisse libérer l'injustice et la trahison parce que le gros de sa thématique était la déception de ne pas avoir accès à ses rêves. Et ça venait aussi de ne pas avoir accès à sa mère et tout ça, ça lui a apporté le cancer de la gorge parce qu'il y a eu beaucoup de retenue quand il a vu qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie qui essayait de profiter de lui. En tout cas, il est mort pas longtemps après qu'il ait terminé sa carrière, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette déception-là avait été codée, euh, renversée par Frère André qui est venu guérir son intestin, mais qui est venu aussi libérer les mémoires qui ont amené justement le cancer de la gorge et que ça a été comme alchimisé. Et dans le travail du cancer de la gorge qu'il a eu, on a vu aussi la culpabilité, le remords, parce que sa femme, sa première femme, qui avait divorcé, ben, elle se sentait très toute seule, je ne sais pas d'une certaine manière, et elle est arrivée à mourir très rapidement lorsqu'il s'est marié une deuxième fois. Alors, il y a eu tout ce ménage-là qui s'est fait au niveau de l'injustice, la trahison, l'abandon, et etc. Alors, ça a été une séance très intense et importante aussi parce que on a toutes beaucoup gagné sous le sentiment de la victoire. Albert Einstein avait besoin de cette drive d'énergie populaire, de foule rassemblée qui amène de l'amour à son idole de sport. Donc, Albert Einstein avait été peut-être moins rassembleur, moins chaud que le divertissement que le baseball aurait pu amener. Il est venu pas se nourrir dans son ego, mais c'est comme si ça lui a permis de pouvoir l'amener à développer son don de rassembler. Puis pas juste rassembler des physiciens ou des âmes plates et sérieuses, mais dans un effet émoustillé un petit peu, là, comme la fibrillation que les fans peuvent avoir quand une équipe se rapproche, exemple, du championnat mondial ou tu sais de quelqu'un de quelque chose qui touche l'intérêt à la masse. Alors, il y a eu comme une répartition de joie, d'émerveillement, de plaisir, du partage de chacune de ces sciences. Ça a été un amalgame de spiritualité et de sciences, de connaissances sportives, etc. Mais tout ça a bien fusionné et bien été livré pour l'expansion du champ magnétique, du champ vibratoire, pour que la fonction du pardon puisse ne plus être arrêtée parce qu'il y a urgence et alerte. Alors voilà mon retour avec Babe Ruth. Et je conclus, OK, que dès que j'ai fini cette méditation-là, j'ai arrêté. Et j'ai dit, c'est quoi le rapport de John Goodman dans l'histoire? Parce qu'on ne l'a jamais fait. On a fait John Candy, mais pas John Goodman. Et là, j'ai été abasourdie. J'ai vu que John Goodman a fait le film, ben, la biographie racontée de Babe Ruth. Alors, c'est John Goodman qui a incarné Babe Ruth dans le film. Et là, j'ai compris pourquoi il était connecté. Fait que si on changeait quelque chose chez Babe Ruth, c'est parce que Babe Ruth a adopté
John Goodman, et il y a une proximité entre ces deux-là. Et là, on m'a montré qu'ils ont déjà été frères. Et en tout cas, il y a beaucoup de mémoires. Il y a 42 mémoires qui les unissent, ces deux hommes-là. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant d'avoir l'information que John Kennedy était très lié comme un frère d'âme à Babe Ruth, et j'ai été très heureuse aussi euh, de connaître cette information-là. Cela dit, j'ai pas vu le film. Alors, je suis rendue à l'étape d'essayer de trouver il est où, puis d'aller regarder c'est quoi cette histoire-là, parce que là, j'ai vu il y a de l'héritage, il y a du leg, puis, ça m'a permis vraiment de mieux reconnaître euh, le maître que Babe Ruth est. Je m'en étais douté, hein. Quand on a fait l'émission, on l'a fait. Mais là, j'avais des détails. C'était très précis. Là, il était prêt à livrer, il était prêt à ouvrir. Ça y a pris du temps parce que ça fait quand même presque 2 ans qu'on l'a fait. Mais 1 an et 3 quarts, mais quand même, moi, il était prêt, je l'ai pris et puis ça a été très stimulant, puis j'ai expansionné. Depuis ce temps, j'ai des immenses pieds, des pieds de stadium qui me disent des pieds orangés. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Et puis, ben, écoute, il y a plein de choses que j'ai pas dit. Il y a eu des corrections dans ces chakras, il y a eu plein d'affaires, mais je donne pas le détail de toute la chirurgie énergétique là, dans laquelle il a passé. Mais pour pas faire un retour trop long, déjà que ça fait presque une demi-heure qu'on est sur Babe. Merci de ton écoute, Lynn. Ben, c'est très intéressant, Julie, puis tu as mentionné bien des faits avec Albert Einstein, avec Jésus, avec plein, plein, plein de personnes, avec John aussi qui s'est lié à vous. Fait que c'est un très beau passage, puis c'est le fun de voir comment que les personnes, tu sais, on dit tout le temps, on est tous reliés à un certain point, mais tu sais, on en a que, c'est comme, on n'en a pas connaissance autant, tu sais. Mhm. Fait que c'est Ouais. dans ces moments-là qu'on voit que, wow, on a eu bien ben plus de connexion avec d'autres personnes que dans cette vie-ci, on est moins connecté, mais par le passé. Mais je Ouais. vais t'avouer, j'ai bien aimé la présence de Babe Ruth 2.0, OK? Ouais. Puis je vais le garder dans mon énergie quelques moments parce qu'il est stimulant. Stimulant, puis je veux qu'il m'aide à un certain niveau parce que moi aussi, j'ai de la zone miroir d'être dans l'incapacité de réaliser mes rêves. En tout cas, mon rêve ultime, c'est-à-dire d'être moi pleinement en fonction et prospère comme lui a réussi à l'être. Fait que je l'ai choisi comme guide accompagnant pour me rendre jusqu'à cet honneur-là s'il le désire. Puis il a décidé de m'accompagner. Fait que il va rester prêt. Puis pour ça, j'ai des gros pieds, très, très gros pieds de type Stadium orangé, là. Fait que je m'en remets à cette direction-là. Mais en tout cas, j'étais très honorée qu'il ait choisi de s'ouvrir et de se livrer. Parce que, d'après moi, il m'avait laissé le message qu'il va me revenir, mais tu sais, ça faisait comme 1 an et demi et Mhm. plus. Mais là, écoute, ça a progressé. Excellent. Oui. C'est vraiment intéressant de voir qu'on travaille autant de l'autre côté que de ce côté-ci. Donc, Ouais, ouais. Puis ça tu nous lâche as pas. livré des beaux messages aussi là, de pardonner là, beaucoup, là, tout laisser y aller. Fait que ça, c'est un très beau message aussi que tu nous donnes. Merci. Ouais, tout le plaisir. Oui. Moi, je n'ai pas de retour. Donc, je vais poursuivre avec nos invités d'aujourd'hui, qui sont Megan Follow et Jonathan Crombie. Bon, on fait un hommage à l'île du Prince-Édouard et on a décidé de leur rendre hommage parce qu'ils ont réussi à amener une culture canadienne anglophone. Tu sais, la culture canadienne est très collée sur celle des États-Unis et elle ne se démarque pas en particulier. Mais Lucy Maud Montgomery, avec ses récits d'Anne à la maison au pignon vert, Anne of Green Gables, euh, a réussi quand même à amener quelque chose qui a survécu au niveau de l'histoire grâce à Kevin Sullivan, qui a fait une magnifique série sur les écrits de Lucy Maud Montgomery, l'auteur la plus connue de l'île du Prince-Édouard jusqu'à ce jour, parce que
Bon, je ne sais pas si vous avez de l'information sur l'auteur, mais on a décidé de mettre en avant les emblématiques, si on peut dire, de la culture canadienne ancestrale, avec, entre autres, l'île du Prince-Édouard, avec Megan Follow, qui est, selon moi, la meilleure interprétation de Anne à la Maison Pignon Vert, ou Anne avec un E. Ils ont fait plein de séries avec Anne, mais je trouve que Megan Follow, c'est vraiment la meilleure interprétation de ce rôle-là. Puis Jonathan Crombie, qui alliance Dr. Blythe ou Gilbert Blythe dans la série, a été uniquement ciblé sur le Jonathan Crombie. Du Dr. Blythe. Il est mort tôt. Il n'y a pas eu vraiment d'autres apparitions publiques. Megan Follow aussi, je l'ai vu une fois dans une petite série, un rôle passager. Mais ils ont eu, ça a collé sur eux, leur rôle, leur emblème, leur symbole. Ça fait que c'est comme deux piliers importants dans la culture canadienne. Et puis, ben, c'est pour ça qu'on voulait rendre hommage un petit peu à nos cousins de l'Atlantique. Oui, tout à fait. Donc, je propose d'écouter la première trame sonore choisie pour Megan, qui est Anne Leave Green Gable. Ouais, ben, toutes les trames sonores viennent de la série. Alors, est-ce que c'est un moment ou une scène en particulier? Ce que j'ai cru comprendre dans la vidéo, des fois, il y avait des mélanges. Tu sais, si c'est une valse, ben, ils vont pas juste mettre le 30 secondes de la valse, ils vont mettre d'autres bouts dedans qui va faire en sorte qu'on a la valse au complet, mais avec différentes périodes d'histoire. Fait qu'en tout cas, ça va juste vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la série de BBC de Kevin Sullivan. Et puis, toutes les trames sonores viennent de là. Fait que c'est une belle musique aussi, culturellement ancestrale, qui fait partie de notre patrimoine. C'est soft, c'est doux, c'est romantique, c'est beau, c'est léger. C'est Anne! Oui, tout à fait, Julie. Moi, si je peux me permettre, Lynn, Megan Follow avec cette série-là, Anne à la Maison Pignon Vert. Moi, je l'ai vue en français en premier lieu. Ça a passé à Radio-Canada. C'est ma gardienne que j'avais à l'époque qui m'a fait connaître ce chef d'œuvre-là. Ça a été vraiment un coup de cœur que j'ai eu très profond. Et puis, ben, j'étais genre au primaire quand c'est sorti, ben, que j'ai vu la première fois. Et je me suis tout de suite reconnue en ce personnage d'Anne, interprété par Megan Follow. Ça a été, je l'ai rapproché beaucoup de mon cœur. Ça a été pour moi une sœur d'âme, courageuse, une amie profonde et sincère, celle que j'aurais toujours voulu avoir. Fait que, il y a eu une proximité qui s'est faite. L'arme de Mégane est assez particulière parce qu'elle est fragmentée. Il y a du blanc, il y a du rose, puis il y a du jaune. Puis tout dépendant où ce qu'elle est dans sa vie ou dans son plan, des fois tu vois plus le blanc, le jaune, des fois tu vois plus le rose, le blanc. Mais c'est vraiment les trois couleurs centrales qui sont là. Si on y va tout de suite avec Jonathan Crombie, qui est Gilbert Blythe dans la série, lui, il y a deux résonances complètement différentes. Il est dans le bleu cobalt, puis il tape aussi dans le bleu indigo. Alors, à eux deux, ils touchaient 5 familles d'âmes. Donc, c'était très un complément où ce qu'ils ont appris, les personnages, mais les âmes aussi. C'est la première fois, Julie, hein, qu'on voit que deux personnes sont complémentaires, mais qui ont des différentes couleurs. Puis c'est assez spécial que tu en as trois pour une, puis deux pour l'autre aussi. Puis dans les cinq, ça s'harmonise, puis ça s'orchestrait bien Ouais, ensemble. Oui, c'est magnifique, effectivement, c'est un chorale. Puis, comme je disais, il y a une différence entre les personnages de l'histoire de Lucy Maud Montgomery, mais les deux âmes qui travaillent ensemble sur justement un projet commun comme ça, veut pas, ça tisse des liens, ça amène à contacter des sentiments, surtout dans un métier où ce que tu es amené à extrapoler l'émotion, là dans le cadre du texte, mais en arrière, scène aussi, là, tu sais, il y a de la gêne, il y a un peu de séduction, il y a un magnétisme qui est très fort, qui est très tu sais, il y a plein de choses qui se passent en énergie, même si tu as un projet commun qui est d'aligner de la série.
Donc, la base propre de ce projet-là est sur la flamme jaune et elle termine par un aura bleu indigo. Alors, pour moi, c'est pour ça que ça me rejoint beaucoup. Puis, en même temps, le Canada avait besoin de rose, avait besoin de bleu cobalt, puis la douceur des îles du Prince-Édouard était suffisant pour amener à faire reculer ou balancer la considération des Canadiens atlantiques maritimes. Je ne sais pas comment les appeler, eux, là-bas. Mais ça a été vraiment une douce intuition, une belle brise et qui a amené justement à la reconnaissance du Canada. Mais en tout cas, il y a un aspect politique, un aspect historique. Il y a beaucoup de choses de contenu dans ce programme-là. Fait que tout ça pour dire que la couleur des protagonistes se rajoute. Si tu regardes l'acteur qui fait Matthew dans le film, il est plus vert. Marilla, celle qui fait, je pense qu'elle s'appelle Colleen Juice First, parce que je connais pas leur nom, mais je vais les appeler par leur personnage. Marilla, elle était plus dans le blanc, mais elle a un fond fuchsia, ce qui est assez particulier. Diana, l'amie dans le programme, a beaucoup de blanc, mais passe par le vert. Et ça crée quand même une alchimie parce que la présence du vert de Mathieu et de Diana, ils ont amené une autre couleur, une autre solidité. La madame au magasin général est corail. Fait que là, on peut se promener comme ça, là, puis de voir finalement que toutes ces belles couleurs harmonisées là, parce que le casting est excellent. Ils ont vraiment réussi à bien cerner physiquement, mais l'énergie aussi. Tu rajoutes les costumes, tu rajoutes les décors, etc. Ça arrive à quelque chose qui est d'une grande symbiose, mais un secret caché aussi, bien gardé, qu'on essaie de dévoiler doucement pour ramener de la valeur sur ce territoire-là, cette manière de faire qui est d'antan, mais qui est très attractive touristiquement. Et je me suis fait avoir. J'y ai été, moi, à la maison de Anne, au Pignon Vert. Puis là, ben, ça clash. Parce que c'est pas l'émission de la série que tu vois, que tu visites. C'est la maison où Lucy Maud Montgomery a écrit la première base de cette série-là. Fait que finalement, tu penses te promener dans le décor ancestral de la maison avec la vue sur la ferme, le porche, etc. Non, 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 c'est pas ça. C'est un golf avec une maison blanche et verte, mais bon, c'est encore conservé ancestralement mais sans nécessairement raccorder au niveau de la série. Fait que ça a été une grande déception pour moi et la personne qui m'accompagnait dans ce voyage-là. Mais il y a une boutique. Là, moi, dans ma tête, j'ai yes, une boutique ancestrale, je vais pouvoir m'acheter une robe à la Anne. Non. T'as des petites poupées avec de la laine pour faire des petites tresses, là. T'as des cassettes vidéo. Ben, dans ce temps-là, il y avait pas, c'était pas sorti en DVD et tout. En tout cas, c'est une boutique souvenir, mais souvenir, pas vraiment, parce que, mettons que j'aurais voulu m'acheter une robe, mettons que j'aurais voulu rentrer plus dans l'aspect de Anne à Maison Pignon Vert, mais c'était pas ça. Fait que, au moins, tu sais, tu dis qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'île du Prince-Édouard, c'est pas mal ça qui ressort. Sinon, toi, Lynn, si je te poserais la question, qu'est-ce qu'il y a à faire à l'île du Prince-Édouard, tu dis Moi, quoi? je n'ai pas visité cette province-là encore. J'ai visité plusieurs endroits, mais pas ça. Mais dans mes recherches, j'avais remarqué aussi, parce que moi, j'étais curieuse de savoir où est-ce que le film a été tourné, la série avait été tournée. Puis la série a vraiment été tournée à l'île du Prince-Édouard, tu sais, pour vraiment euh, mettre en évidence le beau paysage et la vie, comment ça se passait à cet endroit-là. Mais par contre, c'est ça, là, comme tu viens de dire, la maison, c'est ça. euh, Toutes les scènes qui étaient dans la maison et intérieure, ils étaient plus faits en studio. Ah! Fait que tous les paysages extérieurs, oui, c'est l'île du Prince-Édouard. Fait que c'est pour ça que tu as été déçu lors de ta visite, là. Mais ce que je C'était peux te dire,
C'est que l'eau est frette en tabarnouche, même en plein cœur de juillet. Puis on était sur un bateau, là, proche d'un quai. Il y avait 1 million de jellyfish mauves. Il y a Ah du ouais, hein? jellyfish au pied carré. Ça a été incroyable. Ça m'a surprise beaucoup. Puis là, tu penses que tu te promènes dans le village d'antan un peu. Non, non. Tu sais, c'est Charlottetown, là, il y a des Winners, il y a des Walmart. C'est full commercial. Fait que, on n'est pas resté longtemps. On a fait un 48 heures, puis on est ressorti, là. Moi, ça a été une petite déception, l'île du Prince-Édouard. Je m'étais mal préparée. J'étais sur le coup de l'illusion. Mais j'étais dans la vingtaine, alors ça change une voyageuse. Mais pour revenir à Megan Follow, une très grande détermination, une forme extraordinaire, une élasticité de l'esprit, très bonne mémoire, enfant très doué. Modeste, elle a une belle générosité. Tu vois beaucoup de lumière blanche qui sort de son cœur, qui sort de sa thymus. Elle est simple, elle est franche, elle est ordonnée, elle est agréable. Je te dis, j'ai vu un miroir en cette âme sœur-là de haut niveau parce que son énergie féminine, elle est très haute. Elle est très bien développée. Puis moi, je trouve ça rafraîchissant, vu que je suis une femme avec une énergie masculine quand même assez prononcée. Puis en même temps, elle a comme une fusion avec le personnage de Anne où elle est capable de répondre quand il y a quelque chose qui tord ses boyaux de principe ou de valeur. Elle est droite, elle est sereine. Il y a un clash, par exemple, entre le début du personnage de Anne puis la toute fin de la série parce qu'ils ont fait ça en 4 morceaux. Puis là, tu vois la vie de Anne au complet, de son jeune temps jusqu'à la toute fin. Et il y a une vedette dans toute la série, c'est Shirley MacLaine, et elle est très, très vieille, là. C'est comme Anne arrivée au stade de grand-mère. Le problème avec Kevin Sullivan, c'est qu'il n'a pas gardé Megan Follow pour la 4e partie. Alors que tu arrives à la fin, là, c'est comme la guerre est finie. Gilbert est mort. Ça a été un médecin qui est décédé à la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est tapée la première, elle s'est tapée la deuxième. C'est très dur. Et puis là, elle est tombée, c'est plus le même personnage du tout. Ils n'ont pas pris la même actrice. Puis là, elle devient insécure de son seul fils qu'elle a adopté dans la 3e partie. Toute sa vie, son angoisse, tout tourne autour de ça. Le personnage de Anne est très, très, très modifié. Fait que j'ai pas accroché dans la dernière partie. Alors pour moi, Anne, c'est les 3 premières parties. Et écoute, petite anecdote personnelle, j'ai fait un oral là-dessus en secondaire 4. Je voulais trouver quelque chose au niveau de la littérature canadienne. Puis comme j'aimais bien ça, prendre des raccourcis, je me suis dit, la professeure, elle se rendra pas compte que j'ai pas lu l'histoire en racontant ce que je maîtrise bien de la série, tu sais. Fait que, avec le recul, j'avais identifié que j'avais laissé beaucoup trop d'informations par rapport au contenu du livre, mais en tout cas, fait que c'est ça, ça m'a servi de connaître cette histoire-là à ce niveau-là. Intéressant. Moi, je me souviens d'avoir regardé au début, quand j'étais jeune, les émissions à la télévision. Fait que, tu sais, comme ça a été fait en 85, donc, tu sais, j'avais peut-être 10 ans. Je me souviens de l'avoir vu, mais je n'ai pas regardé après qu'est-ce qu'ils ont fait. Mhm. Ouais, Ben, intéressant, tu vois à quel point l'exode des professionnels est là. Beaucoup sont partis à la guerre, d'autres sont partis aux États-Unis ou dans des villes plus prospères pour ceux qui voulaient faire une carrière. Donc, c'était plus difficile de garder les gens dans la petite île. Euh, mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'il y a un très grand courant d'influence qui a été fait par le protagoniste de Jonathan Crumby, qui est alias Gilbert Blythe aussi là-dedans, parce qu'il a vraiment démontré ce à quoi cette génération d'hommes-là ont été exposés, des sacrifices qu'ils ont faits, à quel point que ça a été difficile, des choix historiques ben, qui ont fait, puis qui ouais, ont sacrifié leur vie familiale, leurs membres, leur ouais. corps, leur vie amoureuse, tout ce qu'ils avaient construit. Fait que tu vois les tourments de ces générations-là. Alors, c'est plus facile aussi de comprendre par où que nos ancêtres ont passé. Et Jonathan Crumby a une belle noblesse.
C'est une âme charismatique, mais qui a été plus frêle au niveau de sa santé. Je vois au niveau de c'est en bas de son chakra de la gorge. C'est des mémoires au niveau de son poumon qui le relie avec de l'atout. Son personnage aussi, tu le vois dans la série qui passe par des moments où la santé est difficile. Mais grande détermination, puis il y a vraiment l'âme de champion. Il a excellé dans tout ce qu'il a fait. Il est excellent. Ça, c'est quelque chose qui est très proche de son acolyte, Anne, parce qu'il a la détermination, mais pas la même, parce que l'autre est plus jaune, puis lui est plus bleu. Donc, il y a quelque chose qui a couplé, qui a amené une synergie, puis qui a amené une belle tornade de langue. Je ne sais pas s'ils ont été en couple dans la matière, parce que je sais que Megan Follow a fait extrêmement beaucoup attention et que au niveau du cœur de Gilbert Blythe, il lui pardonne. Fait que moi, c'est l'information que j'ai. Je sais pas s'ils ont réussi à plus que flirter dans la matière, mais au niveau de l'âme, c'est officiel. Ce sont des hamsters qui se sont couplés. Ils sont entremêlés, puis en même temps, ils sont quand même ensemble. Alors, ce que j'en conclus, c'est que même si Jonathan Crombie est décédé, Megan Fallow a un lien d'âme qui le relie très, très proche. Et non seulement ça, mais ce que je vois est valide, c'est qu'elle est capable d'y communiquer puis qu'ils sont encore ensemble de l'autre côté en synergie. Alors, est-ce qu'ils ont été un couple? Je ne crois pas. Je n'ai pas eu ça dans les recherches. Et dans les recherches avec Jonathan Crombie, euh, à, à son décès, sa sœur, elle a dit que dans la quarantaine, Jonathan il avait fait son coming out comme quoi qu'il était gay. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui l'a rongé de l'intérieur. Puis en même temps, il savait qu'il déposait l'image d'un homme un classique, un Mhm. modèle, et ça lui a torturé l'âme. Puis ça lui a pris du temps avant de faire son coming out parce qu'il comprenait pas le tiraillement qu'il avait, parce qu'il avait la capacité d'être très proche aussi de ses âmes sœurs. Fait que ça aurait pu, moi ce que je vois, c'est ça aurait pu, mais il y a quelque chose qui a bloqué, puis dans ce blocage-là, à un moment donné, tu te raffines, tu te connais mieux en tant qu'humain, puis tu arrives finalement à accepter certaines choses. Mais ce que j'ai vu, c'est que son troisième œil à Jonathan, il était fermé, puis là, tu vois, juste le fait d'en parler, il a commencé à ouvrir puis à cheminer pour se libérer. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a été un moule qui l'a contraint, puis il est arrivé à ce résultat-là parce qu'il a été forcé de faire le choix, puis finalement arrivé à le décider pleinement. Mais quand il est arrivé à le faire, il était déjà malade. Moi, je vois son corps, il a amaigri beaucoup et s'est beaucoup appauvri. De quoi qui est-il malade? OK, attends un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est parce que là, on était avec Megan. Mais on peut pas, on les fait tous les deux, là. Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. OK, attends un petit peu, là. Moi, Merci. il faut que je descende dans mes recherches. Bon, ben descends dans tes recherches. Pendant ce temps-là, j'invite Ben, nos auditeurs à en écouter la attendant, deuxième trame sonore. ouais, c'est ça, la deuxième trame sonore choisie, c'est toujours avec euh, la maison, là, c'est The Trip to Green Gable. La famille de Jonathan, ils ont annoncé le 18 avril 2015 qu'il a- qu'il est décédé subitement 3 jours plus tôt d'une hémorragie cérébrale à New York. Puis, ils ont fait le don de ses organes. Est-ce qu'il était canadien? Oui, tout Qu'est-ce qu'il faisait à New comme, York? c'est ça, tout comme Meghan, ils sont nés les deux à Toronto. Puis les deux, les parents, ils étaient déjà dans le milieu artistique et tout, là, tu sais. Donc, ils ont eu pas mal un parcours similaire. Oui. Puis là, je vais te faire une référence à Kenny Reeves. Lui tout, il est né à Toronto. Puis Megan et Kenny, ils ont eu la chance de collaborer, de jouer ensemble dans leur jeune temps, là.
superbe. Ouais. Fait que c'est une autre belle âme, notre Kenny Reeves, qui était avec Ouais. eux, là. Fait que lui, c'était quoi les couleurs de Kenny Reeves? Ben, là, justement, il était au niveau du bleu cobalt, là, avec ses 106 000 dons. Ah, OK, oui, c'est ça. Fait que tu vois, Puis ça marche avec Jonathan, c'est sûr. ouais, puis ça marche aussi avec Megan. Je crois qu'il a plus joué avec Megan que Jonathan. C'est difficile parce que les deux, après cette série-là, les deux ont continué à faire des petits rôles ici et là, mais leur personnage était tellement incrusté avec ceux-là qu'ils ont eu de la misère à se sortir de ça. Justement, la raison qui aurait dû amener Megan Follow jusqu'à la fin de l'histoire de Anne, Oui, tu sais. ouais. Ah ouais, t'as qu'à le faire, fais-le. Oui, puis Jonathan, quand il a fait l'audition, il avait aucune expérience en tant qu'acteur quand il a auditionné pour le rôle de Gilbert. Euh, donc, c'est ça qui était spécial. Tu sais, il y avait de la famille, mais pas lui en tant que... Non. Donc, j'ai mentionné que les deux sont nés à New York. T'avais dit Lui, Toronto? oui, excuse, Toronto. Les deux sont nés à Toronto. Donc, Jonathan est né le 12 octobre 1966 à Toronto. Et si je remonte à Megan, elle, c'est le 14 mars 1968. Donc, tu vois, il y a un 2 ans de différence. Ouais. Megan, elle a eu deux enfants, une fille en 1991 et un garçon en 1994. Puis, Sa fille blanche et orangée, puis son gars blanc et vert. ah Elle a ouais, quelque hein? chose de particulier, elle sait que le blanc se transmet. Ouais, hein? Ouais. Est-ce que ça a venu de son père, de sa mère, ou c'est elle qui a commencé la lignée, ou... Écoute, j'ai vu que son père avait une possibilité de passer le blanc, mais ça lui vient d'Égypte. Ça vient d'une fonction où ce qu'elle a beaucoup servi sa lumière pour faire progresser un petit peu l'arrêt de conscience. Puis quand on voit son personnage de Anne aussi, elle pousse justement pour innover, ramener les gens et tout ça. Fait que ça peut avoir un lien de comment sa diplomatie profilée l'a amené à avancer quelque peu la reconnaissance, dans le fond, d'une personne solide qui s'habite puis qui fonce. Oui, tout à fait. Donc, elle est née dans une famille de théâtre. Puis, elle a commencé à jouer alors qu'elle était enfant, plus jeune que, elle a eu d'autres rôles avant Anne. Puis, elle a partagé beaucoup la scène avec ses parents, puis ses sœurs et son frère. Son frère, écoute, il est dans les couleurs de Gilbert Blythe. Son frère, il a du bleu avec un bleu cobalt avec un peu de bleu indigo. Fait qu'elle en avait un autre dans le même type dans sa cellule familiale. OK. Ah, c'est Déjà, intéressant. les bleus avec bleu indigo sont quand même assez particuliers. C'est la première fois, on est peut-être rendu à l'émission 92, je sais pas là. Ouais, Tu vois, c'est la première fois qu'un bleu avec un bleu cobalt, un bleu indigo sont ensemble. Puis là, tu vois deux dans la même émission. Bang bang, ouais. C'est première, deux spécial, hein? fois. C'est Ouais. l'aîné du blanc. Ouais. Ouais. Puis tantôt, j'ai mentionné qu'elle a joué avec Keanu Reeves. C'était une émission pour enfants qui était diffusée sur la chaîne CBC. Mais si j'ai pas plus de nouvelles, j'ai Non, pas. c'est ça, c'est pas rentré C'est non plus en Going français. Great, ouais, ouais, Mhm. ouais. Bon. Puis vraiment, qu'est-ce qui a fait connaître Megan, c'est vraiment le rôle de Anne Shirley. Mhm. Puis par la suite, elle a, comme j'ai mentionné, elle a essayé des rôles, ça a fonctionné un peu, mais ça l'a jamais embarqué totalement. Mais elle a continué sa carrière comme réalisatrice en arrière de la scène, Julie. Oui.
Moi, je la suis sur son Facebook, Megan Ah Follow, ouais. depuis des années. Je suis tout, hein. Je suis Megan Follow, je suis Anne à la maison au pignon vert et tout. Et elle arrive à nous présenter ce qu'elle fait et tout, mais elle est aussi dans la nostalgie. Tu sais, à l'anniversaire de décès de Jonathan Crosby, elle lui rend hommage. Elle reste là vraiment accessible. C'est une version simplifiée, modeste, humble, mais grandiose de par la lumière qu'elle nourrit en soi. Fait que ça a des reflets lumineux, angéliques, elle porte des bonnes grâces, mais il y a quelque chose de modeste qui s'élève à un certain niveau de reconnaissance, de prospérité, mais sur du long terme, sur du patrimoine canadien, puis ça va fleurir dans 200, 300 ans parce que c'est quelque chose qui va suivre au niveau technologique. Tu vois, moi, je l'ai acheté en cassette quand j'y étais dans ma vingtaine, mais après ça, ça a été les DVD. Là, tu vois, ils font des sales de 50% dans le temps de Noël, puis ils couplent ça aussi avec Avonlea, là, il y a une autre série, Les Contes d'Avonlea. J'ai moins trippé, je les ai jamais écoutés au complet. La petite fille blanche, blonde qui est là-dedans, elle a pas eu l'attrait que Megan Follow a venu. Moi, j'ai été pleinement à 100% dans Anne, puis pas dans Les Contes d'Avonlea. Mais ils vendent les deux ensemble. C'est drôle, cette semaine, là, Justin Trudeau, il s'est fait poser la question, Lynn. Il dit en quoi que la culture canadienne se distingue? Parce que nous, au Québec, c'est facile, c'est t'as le patrimoine de la langue et tout Mhm. l'héritage qui en découle. Nous, au Québec, on peut dire qu'on a une culture. Mais la Ouais. culture canadienne, comment se définit-elle? Et sais-tu qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, Non. on n'est pas américain. Fait que il n'y a pas de culture canadienne comme telle, qui est vraiment très, qui ne se distingue pas de ce qui arrive au niveau de la culture américaine. J'en ai Hmm. parlé tantôt, hein, je me rappelais ça. Je ne sais pas si j'avais commencé avec Justin Trudeau comme anecdote, mais Non. c'est ça, le patrimoine que Lucy Maud Montgomery a déposé. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y a une grande richesse au niveau de l'héritage du Québec. Mais celle qui vient du cœur de l'île Prince-Édouard, ça se fait en douceur, mais elle est très importante parce qu'elle amène une partie romantique, elle amène un éclairage sur les difficultés de nos aïeux. Donc, pour le patrimoine de la richesse qui en découle, sans électricité au début, dans les belles robes, les beaux habits, les fermes, les difficultés, d'avoir des soins, C'est ça, ouais. d'avoir accès à de l'éducation quand tu es une femme, à te sortir de l'enclave de faut que tu te maries, tu n'as pas vraiment le droit d'avoir une profession, tu peux pas vraiment écrire puis dire ce que tu veux, c'est pas vraiment bien vu d'être une auteure féminine. Toutes les penses de l'homme qui profite du travail de la femme en arrière. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont très enrichissants. Puis ce que je reconnais aussi beaucoup là-dedans, c'est qu'on parlait tantôt des aspirations protégées du personnage masculin principal. Et ça a été quand même quelque chose qui a amené un certain danger au niveau de l'ossature de Jonathan Cranby, parce qu'il savait l'importance de ce positionnement au niveau de l'histoire, puis ça l'a vraiment altéré beaucoup son ego parce qu'il savait qu'il fallait qu'il protège ça dans ses valeurs au-delà de quiconque pour aller mieux. Fait que ça renversait beaucoup ah, de principes, de jugement, de valeurs, d'ajustement. Puis à partir de cette partie qui reniait de lui, ça lui a amené à faire des choix très déchirants au niveau de l'âme. Et puis ça a été même assez pour en devenir une pathologie, c'est-à-dire où ce qui s'est vraiment senti enfermé là-dedans et dans son ego aussi, où ce qui a eu peur de pouvoir ouvrir puis de sortir de ça. Et tout ça, ça a été très difficile parce qu'il n'a pas réussi à accepter le penchant de l'âme qu'il avait à livrer. Et là, il avait besoin de rose et de jaune. Alors, c'est pour ça que
la part de Anne le rapprochait beaucoup de l'amour de ce qui en est. Puis après ça, il l'a pas vraiment bien compris à l'appliquer à soi-même parce qu'il avait vraiment besoin d'une délivrance au niveau de l'âme. Et ça, l'actrice qui fait Marilla, elle a vraiment contribué aussi en dehors du plateau. Il y a eu une belle complicité entre Marilla et Gilbert là, avec leur nom de terrestre. Puis tu vois, les deux, en ce moment même, ils s'aident encore, ils se visitent encore. Et les deux personnages, les deux âmes qui incarnent ces personnages-là, n'ont plus de corps physique, donc sont de l'autre côté. Et tu vois, oui, Mathieu Cotban non plus, il est plus là, il est ni dans la série, ni de ici. Mais tu vois qu'il y a quand même encore le cœur de Megan Follow qui danse avec beaucoup d'émerveillement avec ces âmes-là. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'ils ont comme créé une unité familiale, si on peut dire, d'âmes, puis ils se supportent, puis ils s'accompagnent. Et tu vois, même Diana est attachée à eux par le nombril. Alors c'est vraiment, comme je te dis, un effet familial que ça crée. Il y a eu peut-être des petites embrouilles sur le plateau, des petites chicanes, etc. Mais en énergie, on voit qu'ils ont réussi à étendre une belle toile profonde de liens et d'entraide, puis ça communique, ça se change régulièrement entre ces hommes-là. Alors, c'est très intéressant de voir à quel point que ça a été bien ciblé, qu'il y a eu des vraies complicités dans ces relations-là. Merci, Julie. Je propose d'écouter la prochaine trame sonore qui est Gilbert, toujours de Anne of the Green Gable. Un petit hommage, bien sûr. Oui, tout à fait. Euh, J'aimerais te parler un petit peu de l'auteur de la Maison Pignon Vert, Lucy Maud Montgomery. Je vais te parler un peu d'elle, puis tu m'arrêteras au besoin, Julie, OK? Excellent. Parfait. Donc, elle est née en 1874 et elle est Attends un décédée. petit peu. OK. Complications difficiles. C'est une naissance difficile, complications difficiles. Elle est arrivée dans cette date-là, il y avait du blanc, du orangé, puis du bleu indigo. Puis je vois que c'est déphasé. Fait que ça a été un accouchement catastrophe, je te dirais. Continue. OK. Elle est décédée en 1942. Elle était une écrivaine canadienne, surtout connue pour son roman, publié en 1908. Elle est née à Clifton, maintenant part de New London, sur l'île du Prince-Édouard. Puis, elle a grandi sous la tutelle de ses grands-parents après la mort de sa mère. Ouais, c'est ça. Fait que elle a commencé à écrire dans cette maison-là, puis c'est ça que tu peux visiter Oui, à l'île du Prince-Édouard. exactement. Donc, sa propre enfance solitaire et rêveuse a influencé beaucoup ses écrits. Oui, ça, je le confirme parce que c'était vraiment une grosse partie d'elle-même qui était dans sa bulle. Oui, tout à fait. Puis, le personnage de Anne, c'est justement une orpheline au caractère vif, à l'imagination débordante, qui est devenue le symbole de l'esprit indomptable et de l'optimisme. Donc, tu sais, il y a une part de elle là-dedans, je crois, hein? Ben, il y a du féminisme aussi parce que la femme a le droit de parole. Oui, tout à fait. Euh, Anne of the Green Gables a été un succès immédiat. Donc, si je me fie au roman, ça a été un succès immédiat. Puis même quand ils ont fait la série en 1985, ça a été un succès à travers le Canada. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je te parle que Lucy Maud Montgomery est à moitié dans sa bulle, OK? Sa bulle destinée à être écriveuse, auteure, écrivaine, excusez, écriveuse. Et une machine à écrire. Et puis, elle canalisait de l'énergie. Tu vois qu'elle écrit fluidement. On voit que ça y va bien. C'est bien structuré dans son canal. Comment que comment ça passe l'information, comment l'histoire coule. Et c'est couplé aussi avec son don de pianiste.
Je ne sais pas si elle l'a développé dans son incarnation, mais ce qu'on voit, c'est que quand elle écrit, entre autres, c'est très, très fluide. Puis j'ai comme l'impression aussi que, il y avait une partie à la main, mais il y avait aussi une partie machine à écrire. Et elle arrivait à combiner tout ça, puis on le voit aussi que c'est projeté dans la manière que Anne a fait ses écrits également. Ce qui est important de comprendre, c'est que Lucy Maud Montgomery avait comme sa propre bulle qui la distingue, si on peut dire, des autres, comme si tout son temps se magnétisait pour que son savoir puisse sa force passe par le canal de l'écriture. Mais ce que je vois dans le cas de Lucy Maud Montgomery, c'est que ça a été très difficile. La nuit, elle se réveillait, elle avait des cauchemars en lien avec sa mère et elle a été obligée d'affronter ses propres espaces qui l'aidaient à mieux canaliser par la suite parce que ça améliorait sa compréhension au niveau du genre humain, mais en même temps avec une partie facile. Par le biais de l'imagination, mais d'y amener de la grâce, de la beauté, de la poésie, de la littérature. Puis c'est quelque chose qui l'a animé extrêmement. Et je parlais de son oranger. Avec le temps, il y a eu beaucoup de roses dans son oranger qui est devenu comme plus corail. Et elle a vraiment réussi à lever la barrière de soumission qu'elle portait très jeune. Et par l'idéologie de Anne, ça l'a amené, elle, à prendre son côté rêveur, oui, mais au moins à progresser dans la matière puis à pouvoir le réussir comme une personne autonome, de talent, en étant femme, et fière de porter son flambeau artistique qu'elle avait réussi à descendre par canalisation. OK. Ouais. C'est vraiment intéressant, hein? Oui, parce que son bleu indigo, il était là, puis elle a Ouais. utilisé sa canalisation et sa vision avec la part du bleu. C'est à se demander si ceux qui ont choisi le casting pour Anne of the Green Gables étaient capables de voir les familles d'âmes comme toi, Julie. Non, mais ce que je peux te dire, c'est que Megan Follow avait accepté déjà la rencontre avec Lucy Maud Montgomery a été faite avant l'incarnation. Et Ah, OK. Megan Follow avait choisi justement de faire ce contrat-là, c'est-à-dire de représenter par l'acting, excusez mon anglicisme, à ça. Donc, le contrat de base a été fait au niveau de l'âme et Jonathan Crombie aussi, ça avait été signé avec Lucy Maud Montgomery parce qu'elle avait reconnu le charme de l'âme de Gilbert avant qu'il s'implique, des grandes ressemblances avec un homme qu'elle avait idéalisé, elle, lorsqu'elle était une jeune femme. Et elle s'est pris de plaisir à imaginer le meilleur de Gilbert, d'où le pourquoi qu'elle a réussi à nous le livrer comme étant un homme d'âme noble. Grand, bon, un petit peu rigolo, mais à un moment donné, on prend de la maturité. Et puis, elle l'avait idéalisé comme un arbre qu'elle avait planté dans sa structure vibratoire. C'est que ça a été facile. On me dit aussi, je m'excuse, je viens d'avoir l'information que le réalisateur, Kevin Sullivan, avait également accepté le contrat avec Lucy Maud Montgomery avant l'incarnation. Alors, ce qu'on comprend, là, c'est que Lucy Maud Montgomery, elle l'a placé tellement fort dans les énergies, puis elle a amené son projet au-delà même de son incarnation pour que justement les protagonistes importants et nécessaires au passage de l'histoire puissent se faire à une note juste. Et ils ont réussi, d'où le pourquoi que le succès était instantané. Alors, ce que je disais à l'émission de Noël avec Alexandre Assier, c'est qu'il suit sa création de A à Z. Ben, c'est la première fois que là, on a une femme, une âme elle, c'est encore plus périlleux parce qu'elle elle y a été avec des contrats d'âme après son incarnation. Donc, elle a bien planté et ensuite, elle l'a amené à ce que ça s'amène davantage dans le patrimoine canadien. Et ce que je vois maintenant, c'est qu'elle va continuer à ce que l'héritage se perpétue. Fait qu'elle lâche pas le morceau. Elle C'est bien. continue de s'impliquer de l'autre côté, justement, pour s'assurer que l'effet wow se rende jusqu'au bout.
Oui, tout à fait. Puis, je suis certaine que on va en parler encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans aussi de ce livre-là ou le film, là. Ouais, ben, je te l'ai dit tantôt, là, ça va suivre Ouais. 200, 300 ans et encore Ah plus. oui, Là, hein? tu le vois plus à long terme, à court terme. Ouais, Moi, ouais, je ouais. l'ai vu Toi, tantôt très loin encore. ouais. Ça doit être mon coup, mon coup de circuit de Babe Ruth. Je suis capable de voir plus loin. Ouais, ça doit être ça, là. Ouais, 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 tout à fait. Euh, je veux revenir un petit peu sur Jonathan Crombie. Tantôt, j'ai parlé de la cause de son décès qui était une hémorragie. Euh, c'est une mort subite. Tu sais, quand c'est une mort subite, c'est très différent. Euh, est-ce que toi, tu vois d'autres détails de tout ça ou... Ben, ça aurait été plus simple que t'enchaînes la troisième tourne. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que, puis là, j'y vais avec toute réserve, et en tout cas, j'ai un malaise avec ça. Mais c'est des codages qui sont très, très proches d'un séropositif. Fait que, t'es entendu de m'en parler d'une hémorragie cérébrale. Moi, je vois plus la détérioration qu'un un virus de ce type-là aurait pu causer. Et OK. là, ben, avec un affaiblissement immunitaire, ben là, ça s'appauvrit et tout ça. Parce que tu vois qu'il est malade avant qu'il meure, tu sais, puis il n'y a pas de OK. photos qui ont été prises 3 heures avant. Puis il y a encore là, je sais pas combien de temps qui ont été pris, mais moi, ce que je vois en énergie, tu sais, Patrick Choisy avait beaucoup détérioré aussi. Oui, C'est dans ce type-là où c'est une maladie qui est déjà avancée, qui a peut-être amené à ce type de mort subite, là, tu sais. Peut-être qu'il n'avait pas OK. vu qu'il avait été malade, peut-être qu'il l'a pas dit qu'il était malade. Non, Mais c'est du refoulement, c'est l'expression de sa grosse dualité entre l'homme qu'il a été et le personnage noble, je le mets entre de haute stature, parce que ils ont pas fait grand rôle, hein, mais ils sont rentrés dedans à fond. Puis c'est c'est tout ça. ouvert. On en Ouais. a parlé avec Heath Ledger, là, à un moment donné. C'est comme tu rouvres des portes quand tu rentres dans quelque chose et tu le fais et tu le deviens. D'où le pourquoi, tantôt, je reviens à John Goodman puis à Babe Ruth, tu comprends-tu? Il y a un lien qui s'est créé entre les deux âmes, entre les deux êtres. Bon, dans le Ouais. cas de Babe Ruth, c'est pas lui qui a choisi John Goodman, c'est pas la même chose. Lucy Montgomery a vraiment suivi son Choisi. projet. OK. J'ai eu une question de Lynn, notre recherchiste, concernant le don d'organes, étant donné que Jonathan, la famille ont fait le don d'organes. Est-ce que le donneur a un lien karmique par la suite avec les actes faits par le receveur? Je suis pas sûre de comprendre ta question, mais oui, effectivement, ça peut avoir un contre-don entre deux personnes en te laissant, je te laisse ça, ça va pouvoir t'aider. Il y a des liens d'amour qui sont très puissants. Fait que ça peut jouer. Maintenant, dans le cas de ton exemple, Ouais, c'est que en étant le docteur Blight, il a comme pas eu le choix de comprendre l'importance de la science médicale. Sans rentrer trop en technique dedans, mais il n'a pas le choix de rentrer pour bien le vibrer puis bien l'intégrer au niveau de son âme. Alors, oui, ça faisait partie de ses volontés. Maintenant, s'il a donné ses organes puis qu'il y avait un virus comme de type séropositif ou je sais pas trop quoi, ça n'aurait pas pu fonctionner. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui affaiblit son système immunitaire. Je sais pas quoi, mais en tout cas, j'ai juste vu en énergie l'appauvrissement musculaire, la détériorisation de la couleur de la peau, etc. J'ai vu sa chute immunitaire. Bon, comment s'appelle-t-elle maintenant? J'ai pas le détail. Mais au niveau karmique, oui, quand tu laisses tes organes, ça peut être un contrat d'âme. Maintenant, il y a une partie qui peut être aussi aléatoire, c'est-à-dire il y a un don, il y a quelque chose, mais ça arrive très souvent que le receveur va contacter l'âme du donneur et avoir au moins un échange, une gratitude ou quoi que ce soit. Puis la personne qui donne son organe, même si elle sait pas c'est à qui ça va, même si le corps est décédé, c'est quelque chose de remarquable. Mais dans le cas de Gilbert, c'était vraiment
son don médical qu'il voulait transmettre aux gens. Fait que au moins, tu vois, cette information-là m'amène à réaliser finalement que cette dualité-là qui est refoulée en soi appauvrit à long terme, puis ça diminue les chances d'optimisation de ta santé optimale. Mais c'est une défaillance qui était au niveau de son cerveau aussi, je viens de le voir. Il y avait un trouble aussi au niveau du système nerveux. Fait que, bah, les résistances, l'épuisement, la non-reconnaissance de autre chose de toi quand tu as un personnage qui est très collé à toi, ben, ça peut être difficile à gérer. OK. Tantôt, tu me demandais, il est décédé à New York. C'est la raison pourquoi, c'est que dans les années 2000, il a beaucoup fait des productions de Broadway. Donc, il y avait une belle carrière là en théâtre. C'était pas pour des soins. Bon, Pour que OK. je Au sache, moins, il a pu mais continuer à travailler, c'est le fun. oui, exactement. C'était vraiment, il y a eu plusieurs rôles en théâtre. C'est bien. Mais il était pas bleu quand il était. Quand tu as parlé de Broadway, il y a eu du jaune, mais je l'ai pas vu lui jaune, mais c'est de la lumière jaune qui l'a fini là. Un petit peu de vert aussi. Fait que tu vois, même dans ses choix finaux, il sait même pas dans ses couleurs à lui. Mais c'est pas grave. Regarde, c'est un choix d'expérimenter différemment. Mais tu sais, ça peut-être explique aussi pourquoi qu'il y a un moment donné une séparation avec qui il est. S'il était resté dans le bleu et le bleu, ben, il aurait pris une autre direction qui aurait pu amener à un autre résultat. Mais c'est pas grave, tu sais, ça fait partie de l'expérience, puis on continue. Oui, tout à fait. Une autre trame sonore que tu avais choisie, c'était Diana, toujours tirée de Anne of the Green Gables. Ah, écoute, c'est tellement cute de souhaiter avoir une amie dans la vie. Puis je l'ai vu chez mes enfants, en tout cas deux de mes filles. Puis je le vois dans mon cœur aussi. Tu sais, on souhaite avoir une amie véritable, hein. En tout cas, c'est notre illusion conte de fées. On va avoir le meilleur chum, puis Ouais, on va avoir la meilleure amie. Fait que Diana est importante dans l'équilibre de Anne, puis une chance qu'elle est là, parce que sinon, Anne, elle se fait beaucoup rejeter à cause de ses cheveux, à cause de son talent, de son intelligence, de ses principes, de n'importe quoi finalement. Les gens sont jaloux quand elle crée quelque chose et elle réussit. Fait que c'est une difficulté qui était là dans les débuts des années 900. C'est une difficulté que nos jeunes vivent encore dans les années 2025. Fait que je trouve ça intéressant de faire des parallèles à quel point que ça change pas. non. Puis surtout que Lucy avait écrit ce, ce livre-là en 1907. Donc, Euh, ouais, c'est ça. Ça passe ouais, pas. ça a été, ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui se vit encore. C'est toujours d'actualité pour certaines choses. Ouais. C'est pour ça que ça vieillit bien. Ouais. Ouais. Puis Diana, elle l'a plus dur, tu vois. Elle est obligée d'arrêter l'école, elle est obligée de se marier. Son chum s'en va à la guerre, il devient unijambiste. Elle a des enfants, elle a eu un héritage, puis elle a tout perdu au crash. Fait que ça fait une histoire parallèle qui touche d'autres réalités que la femme qui décide de rejeter le mariage pour l'éducation, pour l'autonomie professionnelle. Fait que Diana elle rentre plus dans le moule, tu sais, de tout le monde, là. Celle aux cheveux noirs, il y en a plein aux cheveux noirs. Elle se démarque pas comme telle. Fait que, mais au moins, elle est solide jusqu'à temps que sa mère décide que Anne et Diana ne sont plus amies. Fait que, il y a toutes les thématiques de l'évolution d'une amitié, les réconciliations, l'accompagnement, les confidences, bref. Ouais, tout à fait. Ben, tu vois, dans la fin, là, la quatrième partie, Diana, on la voit plus. On dirait qu'à un moment donné, elle s'efface dans l'histoire, puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu vois, comme tantôt j'ai parlé que Megan a fait beaucoup du travail derrière la scène en tant que réalisatrice, mais toi, est-ce que tu vois dans des projets qu'elle va reprendre un rôle de premier plan ou Je dirais qu'elle l'a souhaité longtemps, très longtemps. Puis là, il y a comme une bulle qui s'est comme dégonflée de beaucoup, comme si elle était dégonflée aux trois quarts. Elle serait
capable de la regonfler puis de repartir sur une histoire, mais il y a des résistances qui amènent une non-acceptation dans son profond, qui fait en sorte que c'est comme bloqué d'emblée pour elle. Puis c'est ostentatoire. Fait que des fois, elle hésite. Tu vois que oui, gros, mais pas tant. Elle veut ouvrir son cœur, elle est pas prête. On voit qu'il y a une ambivalence. Elle souhaite, mais d'un autre côté, c'est tellement grandiose qu'elle a touché déjà que elle sait qu'un projet comme ça, ça va être très difficile pour l'avenir. Fait qu'elle est avec modération, elle s'est concentrée beaucoup sur ses filles, sur ses tournages. Elle le fait bien. Maintenant, est-ce qu'elle peut ouvrir plus? Elle sait que ça occasionne plus de stress, plus de responsabilité. Il y a une partie de doute qu'elle n'a pas trop. Il y a de la déception aussi que ça n'a pas trop géré. Fait que moi, j'y conseillerais de continuer à se puiser dans le jeune temps de la femme de Anne, puis d'aller chercher une source d'inspiration là. Mais il y a de la colère qui a à se dégager parce que, comme je te dis, elle l'a beaucoup souhaité, elle l'a beaucoup espéré. Puis le fait que ça arrive pas rapidement, ben ça l'a apporté des occasions de déception. Fait que ça a créé quelques vagues, ça a été houleux. Mais encore là, elle est encore sensible au jugement des gens. Euh, je vois qu'elle est propriétaire de certains éléments, fait qu'elle a investi un peu à côté, pas juste au-delà de ses réalisations. Mais en même temps, tu vois que c'est des plaques tournantes, puis elle essaye d'amener quelque chose de permanent dans ce mouvement-là. Fait que ça crée un petit peu de rigidité, mais tu vois qu'il y a une blessure de rejet, puis souvent, on lui a fermé la porte sans raison valable ou sans explication quelconque. Puis il y a un réconfortement que elle a encore besoin, tu vois. Puis c'était dans ses prières, elle a demandé aussi à son cercle d'amis de l'autre côté de l'accompagner là-dessus. Mais ce que je vois, c'est qu'elle va faire une autre production historique, peut-être dans 5 à 8 ans. Et ça va être pas la même époque, ça va être plus reculé, genre dans les années 1782. Puis je la vois dans une vieille robe avec un tablier, puis elle essaye de chercher de l'art, puis c'est une femme pauvre aussi un peu. Donc, il y a des projets comme ça, mais quand je regarde, ça n'a rien à voir avec ce que l'effet Lucie Montgomery a causé, là. Ça va être, mais ça va être un héritage historique, mais pas dans la même profondeur qu'Anne a été. OK. Donc, la dernière trame sonore est Together. C'est encore tiré du long métrage de Anne Opinion Vert. Oui, Oui. Ça, c'était vraiment la chanson fétiche avec les acteurs, là, comme, ouais. ouais. Tu pouvais pas passer à côté de celle-là. Non, je sais. Non, c'est ça, quand je l'ai vu, j'ai comme, ouais, ouais, c'était Ouais, il le fallait garder fétiche. Ouais, le feu d'artifice pour la fin. ouais, tout à fait. Moi, Julie, ça complète les recherches que j'ai. Pour ton information, Jonathan, 5 pieds 11, mais je n'ai pas le détail de Megan, par exemple. Ah bon, merci d'avoir regardé. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que ils m'ont aidé toutes les deux à évaluer mes valeurs dans mon choix de vie de partenaire. Parce que Jonathan Crombie, ben, c'est pas vrai, Gilbert Blythe laissait de la place à la femme, à ses choix, à son intelligence, à sa contribution. Puis moi, je trouve quand tu commences ta vie, c'est des belles valeurs que tu peux transmettre à quelqu'un à une femme, à une fille, d'avoir un collègue, un copain qui te respecte puis qui t'accompagne dans tes choix de vie. Alors pour moi, ça a été vraiment un héritage qu'il contribue si tôt avec ces valeurs-là. Ça m'a grandement aidé à éclairer mon chemin. Alors je les reconnais, je les bénis, je les salue, je leur rends grâce et je vais continuer à consommer cette histoire-là. Tu vois, avant Noël, elle a passé à prise 2, je l'ai recoutée encore. Moi, ça me fait plaisir, ça me détend, ça me change des idées, je sais pas, ça rehausse Ouais. ma noblesse. Je trouve que c'est des énergies très positives que ça crée dans mes énergies. Puis tout ça vient de la magie de Maud, de Lucy Maud Montgomery, qui a bien orchestré son projet à toutes les étapes de sa création.
Alors, merci tout le monde. Soyez bénis. La semaine prochaine, spécial Saint-Valentin. Ouais, mais avant, je veux juste inviter nos auditeurs et auditrices à te suivre, Julie, avec ta revue, revuemajulie.com, ton site web www.majulie.ca et pourquoi pas booker un rendez-vous avec toi. Ben oui, venez voir qu'est-ce que votre âme veut faire avec vous. Oui, tout à fait. Ainsi que notre chaîne YouTube pour les émissions et Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Oui, venez nous liker, partagez, s'il vous plaît. On vous l'offre gratuitement. Vous avez matière à participer. Bienvenue et un gros merci. Oui, merci. Donc, merci Julie. Merci, Lynn. Soyez bénis. Namasté. Merci à vous tous. À la prochaine.